des webinaires sur le réseau Expertalia. On est expert comptable, fiscaliste en Israël. Et on a deux bureaux, un bureau à Jérusalem, un bureau à Tel Aviv, également un bureau boutique à Herzliya. Aujourd'hui, on va parler, en tout cas pour ma partie à moi, de l'imposition sur les revenus financiers en Israël, ce qu'on appelle les valeurs mobilières, avec une distinction sur la période qui est pendant les 10 ans d'Alia, la période après les 10 ans d'Alia, et également une petite parenthèse sur qu'est-ce qui va changer après le 1er janvier 2026, qui est, je le répète, une date extrêmement importante pour les résidents fiscaux israéliens. Donc tout d'abord, quand on parle de revenus financiers, on a l'habitude de catégoriser et de classer ces revenus comme des revenus passifs. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque le gouvernement israélien a donné l'exonération fiscale pendant 10 ans pour un Olé Hadash, pour une personne qui vient s'installer pour la première fois en Israël, eh bien, il a donné l'exonération fiscale. Cette exonération était sur la catégorie de revenus passifs générés en dehors d'Israël. Ça veut dire quoi des revenus passifs? Comme je le dis souvent en exemple dans les consultations, c'est des revenus où il vous suffit simplement de respirer pour les percevoir. Un loyer, des intérêts, une retraite. Ça, c'est des revenus qui permettent, qui ne nécessitent pas une implication active de votre part, à contrario d'un revenu professionnel. Donc aujourd'hui, dans la catégorie des revenus passifs que l'on va traiter aujourd'hui, c'est principalement les revenus à caractère financier, donc les intérêts, les dividendes et les plus-values. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Israël, peu importe où vous placez votre portefeuille d'investissement ou votre assurance vie, par exemple, on va dire le support qui permet de détenir ces placements, peu importe qu'il soit placé dans une banque en dehors d'Israël ou voire même dans une banque israélienne, ce que l'on va regarder pendant les 10 premières années de l'ALIA, c'est quel est le sous-jacent, quelle est la composition des actifs que vous détenez. Si les actifs sont des actifs de sources étrangères, des actions étrangères, Tesla, Apple, Microsoft, peu importe, ou bien des intérêts sur des obligations étrangères, à ce moment-là, il n'y aura pas d'impôt à payer en Israël pendant les 10 premières années de l'ALIA. Si vous détenez ces actifs par une banque israélienne, très important, j'ai vu très souvent les erreurs, très important de prévenir votre banque comme quoi vous êtes au Hadash, que vous êtes dans les 10 ans de votre ALIA et que vous bénéficiez de l'exonération fiscale qui est accordée. Pourquoi c'est très important? Parce que la banque, si vous ouvrez un compte bancaire chez elle en tant qu'Israélien et que vous ne lui précisez pas que vous êtes non résident, que vous êtes entre guillemets au Hadash, eh bien la banque va prélever automatiquement à hauteur de 25%. On va voir après c'est quoi les taux d'imposition très rapidement, mais la banque, elle va appliquer l'exonération fiscale seulement si elle voit la Théouda Tolé ou seulement si elle voit une décision ou une circulaire ou un ruling, un rescrit fiscal de la part de l'administration fiscale israélienne. Donc la banque, elle a besoin d'un document officiel pour vous permettre de bénéficier de ces avantages. Ensuite, ça c'est pendant la période de 10 ans. À la fin des 10 ans, le gouvernement israélien taxe les revenus sur une base mondiale. Donc, peu importe où vous allez recevoir vos revenus, à partir du moment où vous avez terminé les 10 ans, on va être taxé sur les revenus financiers, peu importe où est-ce qu'ils sont perçus. Il y a deux différences majeures sur le taux d'imposition. Déjà, le taux d'imposition en Israël, que ce soit intérêt, dividende ou capital gain, c'est-à-dire plus-value, c'est 25%. D'accord? C'est jusqu'à 25% si on a plus de 60 ans. Et si on a moins de 60 ans, à ce moment-là, c'est 25%, c'est un taux qui est fixe. Maintenant, dans la pratique, à quel moment est-ce qu'on est taxé? C'est-à-dire à quel moment on va considérer qu'on a perçu ce revenu? Eh bien là, il y a un détail technique très important à se souvenir, c'est que lorsque on perçoit des intérêts ou des dividendes, à ce moment-là, le jour du paiement, le jour de la réception du paiement, c'est le jour qui va définir, entre guillemets, la perception. Et c'est le jour qui va définir la date de l'événement fiscal. Donc, si vous avez une société, vous êtes gérant d'entreprise, vous avez une société qui a des réserves importantes, qui peut vous distribuer un dividende, et cette société vous distribue un dividende 2 jours après la fin de votre alia. Eh bien, il faut savoir que dans ce cas-là, l'intégralité du dividende sera taxée en Israël à hauteur de 25%, voire même 30% si vous avez plus de 10% des parts de la société. Donc, c'est extrêmement important dans le cas des dividendes, si vous pouvez maîtriser le tempo et le timing,
de demander à ce que la distribution du dividende se fasse avant la fin des 10 ans. C'est extrêmement important. Parfois, on n'a pas toujours la trésorerie pour payer le dividende, mais dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Déclarer le dividende et payer les impôts inhérents en France, éventuellement, c'est 12,8 par exemple en prélèvement à la source, ça va monter à 15,8, mais voilà, n'oubliez pas de faire la distribution de dividendes avant la fin des 10 ans. Sur les intérêts, en règle générale, on n'a pas vraiment la main, c'est souvent des organismes qui vont nous payer, notamment les obligations bancaires, etc. Là, on ne va pas appeler le gouvernement américain en leur demandant d'anticiper de quelques jours le paiement, donc ça, on n'a pas trop la main. Sur les plus-values, et après je termine sur cette partie-là, en tout cas sur la partie israélienne, sur les plus-values, le calcul il est un petit peu différent. En réalité, sur les plus-values, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre en compte, on bénéficie en fait d'un calcul linéaire sur les plus-values, c'est-à-dire qu'on est normalement imposé à hauteur de 25% sur la plus-value qui a été réalisée, mais on va bénéficier d'un calcul linéaire sur toute la période de détention de l'actif par rapport à la période de détention de l'actif après les 10 ans d'ALIA. Je donne un exemple très simple. Vous détenez une action pendant 20 ans. Sur ces 20 ans, il y a seulement 2 ans que vous avez terminé vos 10 ans d'ALIA, donc davantage. Eh bien, le gouvernement israélien va considérer que seulement 2 sur 20 est taxable sur la base israélienne. Donc, seulement 2 sur 20 de la plus-value sera taxé à hauteur de 25%. D'accord? On a un simulateur en ligne sur notre site internet si vous voulez vous amuser pour vérifier et calculer éventuellement le montant de la plus-value. Sur les plus-values, on va également bénéficier et profiter de l'indexation et de l'inflation sur votre prix d'achat. Donc, si vous avez acheté une action il y a 20 ans, eh bien, on va pouvoir rehausser avec le coût de la vie votre prix d'achat initial, parce qu'en Israël, on ne taxe que sur une base de gain réel et non pas sur une base inflationniste. Et enfin, je vous invite à vérifier de manière proactive avec votre banque que les pourcentages de prélèvement à la source, puisque la banque est obligée en Israël de prélever à la source lorsqu'il y a des produits financiers, vérifiez bien tous les ans, demandez ce que l'on appelle le formulaire 867, demandez à recevoir une copie, en général c'est prêt vers le mois de mars-avril, et vérifiez bien que les prélèvements à la source ont été effectués correctement et correspondant aux critères du fisc israélien. Je précise que la banque ne fera jamais le travail à votre place. Si vous avez des déductions, vous avez par exemple 2 comptes bancaires, 2 portefeuilles d'investissement dans 2 banques différentes, à la Leumi et à la Discount par exemple, si vous avez des positions en moins-value, c'est-à-dire que si vous avez constaté des moins-values à la Leumi, mais que vous avez des plus-values à la Discount, les 2 banques ne se parlent pas entre elles. Donc la Discount va prélever à la source 25%, parce que pour elle, elle va avoir des plus-values. Et à la Leumi, ils vont vous envoyer un rapport en disant, monsieur, vous bénéficiez d'une perte de tel montant. À vous ensuite d'aller contacter un expert comptable et d'aller faire le jeu des déductions et demander un cashback, donc un remboursement financier, auprès de l'administration fiscale. Donc ça, c'est très important tous les ans. Quand vous avez terminé vos 10 ans d'ALIA, ça c'est évident, il faut le faire systématiquement, c'est un réflexe à adopter. Même pendant vos 10 ans d'ALIA, je vous recommande, envoyez-le nous. S'il y a juste à vérifier, ça prend 10 minutes, on ne facture pas. Si après il y a du travail, évidemment, ça fera l'objet d'un devis séparé. Mais vraiment, prenez ce réflexe, contactez un expert comptable, demandez à votre banque les formulaires et envoyez systématiquement les formulaires 867 tous les ans. Des fois, ça prend quelques minutes à vérifier que tout est en ordre. Très souvent, on va obtenir des remboursements conséquents parce qu'il y a des déductions possibles, parce que vous avez passé 60 ans et vous bénéficiez de certains avantages. Voilà. J'ai terminé sur la partie israélienne. Juste une dernière petite précision, après je laisse la parole à Stéphane. Pendant les 10 premières années de l'ALIA, une question revient très souvent, parce que la plupart des gens que l'on accompagne viennent de France, et en France, toute personne a l'habitude de faire une déclaration de revenus annuelle. Tout le monde va déclarer ses revenus. Mais en Israël, ce n'est pas le cas. En Israël, c'est seulement une certaine catégorie de personnes qui doivent déclarer leurs revenus tous les ans. Et donc, je précise que toute personne qui a fait l'ALIA et qui est venue s'installer en Israël avant le 1er janvier 2026, pendant les 10 premières années de l'ALIA, elle ne paye pas d'impôt en Israël, mais également, elle est exemptée de déclaration. Elle n'a même pas besoin d'aller voir l'administration fiscale et de dire j'ai un compte en banque à Pictet ou j'ai une assurance vie au Luxembourg. On est vraiment dans un système à l'aveugle où effectivement, on a une souplesse de la part du gouvernement israélien qui permet pendant les 10 premières années de l'ALIA de ne rien avoir à déclarer. Cette disposition change au 1er janvier 2026, c'est-à-dire qu'elle a déjà changé, mais elle ne prendra effet qu'à partir du 1er janvier 2026. Il faut savoir qu'à ce moment-là, toutes les personnes qui auront fait l'ALIA après le 1er janvier 2026 seront dans l'obligation de déclarer leurs revenus mondiaux. Je ne parle pas ici que des revenus financiers, je parle des retraites, je parle des revenus financiers, je parle des revenus commerciaux, des BIC, des BNC.
tout ce que vous avez et tout ce que vous allez recevoir à partir du 1er janvier 2026, si vous vous êtes installé après le 1er janvier 2026, vous serez dans l'obligation tous les ans de déclarer au fisc israélien, je précise, l'exonération fiscale reste en place. Vous ne payerez pas d'impôt là-dessus. Par contre, vous devrez soumettre un rapport tous les ans à l'administration fiscale israélienne pour leur donner la possibilité de venir contrôler si réellement les revenus que vous appelez passifs ou exonérés sont réellement des revenus qui bénéficient de l'exonération fiscale pendant les 10 ans. Donc, c'est un changement majeur. Préparez-vous dès maintenant. Si vous comptez faire votre alia, parce qu'on est quand même sur le réseau Expert Alia, je pense qu'il y en a 2-3 quand même qui doivent avoir ça dans un coin de la tête. Eh bien, n'oubliez pas que vous devez anticiper. Si vous quittez Marseille, par exemple, et que vous souhaitez venir habiter en Israël, eh bien, n'oubliez pas de le faire avant le 1er janvier 2026. Si vous le faites après, ce n'est pas perdu, c'est juste que vous aurez une charge administrative beaucoup plus lourde tous les ans. Je passe la balle à Stéphane. Allez, merci. Avec plaisir. C'était rapide et précis. Alors, je partage mon écran. Je vais partager celui-là. Voilà. Eh bien, allons-y. Ah, voilà. On est sur ton mail là, Stéphane. Ah voilà, super. Non, voilà. Donc, dans un premier temps, moi, j'ai beaucoup parlé d'assurance vie, un tout petit peu de droit de succession pour les non-résidents et surtout de l'assurance vie luxembourgeoise, parce que je pense qu'il y a quelques avantages assez importants. Alors, évidemment, il est important de s'interroger sur certaines conséquences fiscales de votre délocalisation. La position du fisc français est importante. Sont toujours imposés en France ou seront toujours imposés en France selon le barème des droits de succession, le barème, le patrimoine foncier et les actifs liquides figurant encore sur des comptes bancaires ou des contrats d'assurance vie en France. Mais il y a aussi la possibilité d'ouvrir une succession sur la totalité du patrimoine mondial si les héritiers sont résidents français. Donc, ça va avoir, et vous allez comprendre par la suite, des inférences, parce que souvent, on fait son alia, on a un enfant ou deux enfants qui viennent, mais pas forcément la totalité. Certains sont installés, certains ont des métiers qui sont difficilement exportables. J'ai une amie qui aimerait bien faire son alia, mais elle est notaire, et ça paraît compliqué. Donc, elle est très, très attachée à la France, évidemment, sans parler de l'attachement que nous avons tous. Il convient donc d'organiser la gestion des actifs en conséquence de ce qui vient d'être évoqué. Alors, les actifs liquides, il n'y a pas photo, ceux-là, à mon avis, doivent être détenus dans un contrat d'assurance vie. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou encore un contrat de capitalisation démembrée, mais c'est un petit peu plus compliqué. Si on a le temps, on reviendra là-dessus. L'assurance vie, dans une grande majorité des cas, c'est-à-dire les primes qui ont été versées après le 13 octobre 1998. Cette date est importante. Et avant l'âge de 70 ans, eh bien, tous ces capitaux sont transmis aux bénéficiaires désignés en application de l'article 990I du CGI, que voilà, qui n'est pas si compliqué. On a une exonération de 152 500 € par bénéficiaire, tout contrat confondu. Entre 152 500 € et 852 500 €, on a une taxation de 20% par bénéficiaire, je précise. Et lorsqu'on dépasse les 852 500 € par bénéficiaire, on a une tranche qui est taxée à 31,25. Attention, c'est une progression de l'impôt. Ça veut dire qu'on est bien exonéré sur les premiers 152 500 €. On paye bien 20% entre 152 500 et 852 500, et on ne paye 31,25 que sur la partie qui dépasse 852 500. Bon, s'il y avait des contrats souscrits avant 98, en général, je les laisse. Parce qu'il y a une exonération de droits et de prélèvements, quel que soit l'âge de l'assuré, au moment des versements. Donc les vieux contrats, ceux qui rapportent pas beaucoup, mais quand même qui ont été souscrits et qui permettent de transmettre totalement, en exonération totale, sans se poser la question de combien je transmets, ceux-là, on n'a pas de problème. Il y a quand même aussi un avantage
sur le versement de contrat d'assurance vie après 70 ans, puisque là, on est dans l'article 757B du CGI, et on a une exonération de 30 500 euros qui est totalement négligeable, vous pouvez l'oublier. On a une taxation des primes, donc moins 30 500 euros qui vont subir un jour ou l'autre des droits de succession. Mais par contre, et c'est important, j'aurais dû le mettre même un petit peu plus grand, les intérêts sont exonérés. Voilà, donc on a certains mécanismes qui font que quand on a plus de 70 ans et qu'on a plusieurs autres contrats, eh bien, dans la mesure où les intérêts sont exonérés sur les contrats souscrits après 70 ans, on a tendance à ne pas retirer d'argent sur ces contrats et à en retirer plutôt sur les autres. De telle manière que si on a mis 300 000 euros et qu'on retrouve 500 000 euros au moment du décès, bah, globalement, il y a 200 000 euros qui seront totalement exonérés. Alors, je vous montre quand même en France les droits de succession en ligne directe. Vous avez des tranches, mais ridiculement petites. Jusqu'à 8 072 euros, on est taxé à 5%. Entre 8 000 et 12 000, 10%. Bon, enfin, vous avez compris. Le but, c'est d'arriver très vite à au-delà de 15 000 euros, jusqu'à 552 000 euros, parce que là, on est taxé à 20%. Et ensuite, en ligne directe, hein, je suis pas en train de parler entre neveux ou avec un ou une camarade de jeu. Donc là, en ligne directe, parents-enfants ou entre conjoints, on a ce barème qui s'applique. Et effectivement, bah, très vite, on a des tranches à 30, tranches à 40 et une tranche à 45 au-dessus d'1,8 million. Donc, vous voyez bien pourquoi je vous ai présenté ce tableau. C'est pour que vous compreniez qu'en assurance vie, on est à 0 sur un bout, on est à 20% effectivement sur une très grande partie de ce qu'on transmet. Et puis, au pire, si on est vraiment sur un très beau patrimoine, on va payer avec l'assurance vie 31,25, alors qu'ici, on risque de se retrouver dans des tranches à 40 ou à 45%. Ce que je voulais vous dire est important par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comprenez bien que si vous faites votre alia et que globalement vos enfants ont tous fait leur alia, il n'y a plus de lien avec la France que ce que vous y laissez. Donc, je crois aujourd'hui que c'est les taux dont je vous ai parlé tout à l'heure, que ce soit en assurance vie, en droit de succession, en prélèvement et en taxation diverses, sont en train d'être revus pour être augmentés. Donc, ce que je pensais déjà il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans, etc., est encore amplifié aujourd'hui par le fait et une situation où la France est dans une sale situation financièrement parlant, et globalement, on cherche à augmenter les impôts par tous les moyens possibles pour combler les déficits qui ont été accumulés autour de ces 3 ou 4 dernières années. Je précise aussi que, je profite, Stéphane, Je t'en en prie. Israël, il n'y a pas d'impôt sur la succession, il n'y a pas d'impôt sur les donations. Et malgré l'urgence du budget 2025, ces éléments-là ne sont absolument pas remontés à la surface. Donc, j'encourage toutes les personnes qui ont quitté la France, eux et leurs enfants, à ne pas laisser de boulet en France, parce que si l'active reste en France, vous pouvez être là depuis 20 ans, les enfants aussi. Il y aura un impôt sur la succession à payer en France selon les barèmes présentés par Stéphane. Donc n'oubliez pas, quand vous venez en Israël, euh, bénéficiez également de l'absence d'impôt sur les successions et sur les donations. Oui, mais c'est important, la précision que tu viens de faire, parce que euh, trop de gens pensent qu'il y a des droits de succession en France, il n'y en a pas en Israël. Il y en aura en France sur tout ce que vous laissez en France. Et malheureusement, si vous avez le bon réflexe de tout prendre avec vous, y compris l'immobilier, il y a quand même la situation des enfants qui seraient restés en France. Donc, le contrat d'assurance vie présente cet avantage de diminuer les droits qu'on devrait payer si on transmet des liquidités à travers un contrat d'assurance vie. On va essayer que ce soit zéro, mais en tout état de cause, on s'adapte aux situations, on essaye de vous apporter la meilleure situation possible ou la meilleure solution. Il y a une instruction fiscale en France du 31 décembre 99 qui nous donne la situation des souscripteurs non résidents. Donc il faut bien comprendre que
vous avez un contrat d'assurance vie en France, vous êtes parti, vous vivez le plus longtemps possible, on vous souhaite longue vie en Israël, mais malheureusement, un jour, ça s'arrête. Et au moment du décès, même si vous avez passé 42 ans, 6 mois et 17 jours en Israël, et que votre contrat avait été souscrit en France, il devra subir la fiscalité française alors que vous n'y êtes plus, ce qui est quand même assez illogique. Donc il faut vraiment, vraiment retirer les contrats dans la mesure du possible, retirer une grosse partie des contrats qui sont laissés en France. Bon, l'article 4b, on va passer cette partie-là. Alors, assurance vie, oui, mais où? Donc, Rachel le sait, Nathaniel le sait. En ce qui me concerne, le Luxembourg me semble la partie la plus importante. J'aurai un petit exemple à la fin qui va tout à fait illustrer cela. Donc, d'abord, il y a des règles très protectrices pour les souscripteurs d'assurance vie dans les contrats d'assurance vie et contrats de capitalisation luxembourgeois. On appelle ça le triangle de sécurité et le super privilège. En gros, pour que vous compreniez bien, quelle que soit la situation de la compagnie d'assurance, les sommes que vous avez logées dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois ou dans une compagnie luxembourgeoise ne sont pas amalgamées au compte de la compagnie d'assurance. Donc, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, vous ne pouvez, parce qu'il y a cette séparation, un espèce de mur, enfin le mur a été poreux le 7 octobre, malheureusement, mais un mur absolument indestructible dans la constitution luxembourgeoise entre les actifs de la compagnie d'assurance et les actifs des clients. Et donc, globalement, vous êtes protégé par la loi au Luxembourg et en dernier recours par le pays, par l'État luxembourgeois. Deuxième chose qui est importante, on est au Luxembourg, c'est leur loi, c'est comme ça, créancier privilégié de premier rang de la compagnie d'assurance. Ça veut dire que la compagnie d'assurance, si elle doit rembourser quelqu'un en premier, c'est vous. Ça paraît logique si vous avez déposé de l'argent, mais sachez qu'en France, on est créancier de rang 6, derrière les organismes sociaux, derrière l'URSSAF, derrière les salaires du personnel de la compagnie d'assurance, derrière les caisses de retraite, les caisses diverses auxquelles on cotise, et derrière le liquidateur judiciaire, ou encore les salariés de l'assureur. Donc globalement, on est en rang 6. Je vais très vite. On a en France quand même un mécanisme de solidarité avec une garantie de 70 000 euros. On est en train de parler de tout petits contrats d'assurance. Donc vous avez 500 000 euros sur un contrat d'assurance. Si jamais ça allait mal un jour, pour cette compagnie d'assurance, sachez qu'il y a une garantie de 70 000 euros. Les placements au Luxembourg, je suis passé un peu vite, sont garantis de manière illimitée. En banque, en France et en Europe, vous avez une garantie de 100 000 euros par personne. Donc, sur des actifs déposés sur des comptes bancaires, vous avez une garantie de 100 000 euros. Sur un contrat d'assurance vie de droit français, vous avez une garantie de 70 000 euros. Et au Luxembourg, on a un montant illimité garanti par l'État luxembourgeois. Mais ce que je préfère, moi, c'est vous expliquer le mécanisme. Donc, l'État luxembourgeois, c'est en dernier recours. Le mécanisme est simple, c'est un triangle. Et vous voyez dans ce triangle, en haut, on a l'État luxembourgeois, le commissariat aux assurances. On a sur un angle de ce triangle un assureur. Et enfin, on a une banque dépositaire. Au Luxembourg, les sommes ne peuvent pas être logées chez un assureur. L'assureur, lui, il émet simplement le contrat. Les sommes, elles sont déposées dans la banque dépositaire. Et donc, effectivement, vous comprenez bien que si à un moment donné, l'assureur éprouve des difficultés, le commissariat aux assurances va demander de transférer les assurances, alors les assurances de Stéphane Teboul, puisque je suis là, sur un autre assureur qui, lui, n'est pas en difficulté. Et donc, effectivement, il n'y aura aucune perte, on gardera la date d'ouverture, on gardera le contrat, votre argent, lui, il est toujours dans la banque dépositaire, il n'a pas bougé. C'est la différence fondamentale par rapport à la France. Mais on peut aussi avoir une banque dépositaire qui a des difficultés, une banque qui dépose le bilan. Dans ces conditions, le commissariat aux assurances
va demander, du fait de ce mur qui est établi entre les comptes et les actifs de cette banque et les actifs des clients, ce mur qui n'est pas pour eux, le commissariat aux assurances va exiger de la banque dépositaire qu'elle transfère les actifs de Stéphane Teboul vers une autre banque plus solide. Et donc, la disparition d'un assureur ou la disparition d'une banque dépositaire est gérée par le commissariat aux assurances qui garantit la totalité des dépôts au Luxembourg. Ça, c'est un peu compliqué, je ne vous montre que ça à gauche. Le contrôle est permanent. Le commissariat aux assurances vérifie l'assureur et les banques tous les trimestres. Il y a un reporting trimestriel des actifs de la banque et de leur marge de solvabilité tous les trimestres. Donc c'est important, on ne dépose pas le bilan comme ça du jour au lendemain. Et si à un moment donné, une banque se trouvait avoir des difficultés, avant même une catastrophe, le commissariat aux assurances nous dirigerait vers une autre banque dépositaire. J'accélère. 5 avantages au Luxembourg. La neutralité fiscale du contrat. Vous avez compris que quand vous avez un contrat d'assurance vie souscrit en France, même si vous partez vivre 50 ans dans un autre pays, au moment de votre décès, comme il a été souscrit en France, il sera taxé en France. Au niveau du Luxembourg, il y a une double neutralité. Premièrement, le Luxembourg, l'État luxembourgeois qui dit « si vous n'êtes pas luxembourgeois, je n'ai absolument pas à vous prendre le moindre impôt sur votre contrat ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le contrat d'assurance vie luxembourgeois, il suit votre résidence fiscale. Donc, vous pouvez très bien l'avoir souscrit en France, mais si à un moment donné, vous partez vivre en Israël, puisque c'est de cela qu'il est question ce matin, votre contrat va changer d'adresse et donc vous n'aurez plus de lien avec la France, ni avec le fisc français, mais uniquement avec le fisc israélien. Et si vous l'avez compris, pas de lien pendant les 10 premières années de l'ALIA, puisque effectivement les sommes ne sont pas déposées en Israël ou sur des actifs israéliens. La deuxième chose, je vais peut-être passer, pas de loi Sapin 2, c'est une loi qui permet depuis une dizaine d'années, Sapin c'était un ministre de Hollande, qui permettrait à une compagnie d'assurance qui n'aurait pas assez de liquidité pour répondre aux besoins des clients qui souhaitent ressortir leurs actifs, elle leur permettrait de bloquer l'épargne pendant 3 mois renouvelables une fois, c'est-à-dire un maximum de 6 mois consécutifs. Je vous rassure, les compagnies d'assurance françaises sont solides, n'ont pas de problème, mais c'est vrai qu'elles portent dans les fonds en euros beaucoup de dettes françaises et on se demande comment on va arriver à la rembourser. Voilà, donc ça commence à sentir le roussi, pas à 1 an ou 2 ans, mais je ne serais pas sûr de moi à échéance 10, 15 ou 20 ans. La sécurité, on en a suffisamment parlé. Si vous vous rappelez simplement du triangle de sécurité, eh ben, ça sera déjà bien pour aujourd'hui parce que c'est la chose la plus importante en termes de sécurité. Important, en France, vos actifs sont libellés en euros, vous avez des euros. Au Luxembourg, comme on a une clientèle internationale, on peut libeller, on peut avoir une partie de son contrat en euros, en dollars, en francs suisses ou en livres sterling. Pour le moment, il y a pas de shekel, hein, mais il y a 4 devises relativement importantes et on peut effectivement, il peut être de bon ton par moment d'avoir un peu plus de dollars que d'euros. Je ne suis pas en train de vous diriger vers cela, mais de vous dire que ça existe. Et enfin, le placement sur mesure. Dans un contrat d'assurance vie franco-français, vous avez la banque qui va vous dire, ben, il y a 4, 5, 8, 12, 15, 50 fonds. Dans un bon contrat d'assurance multi-support et multi-gestionnaire, vous trouverez plein de gestionnaires pour à peu près 800, 1000, 1200 fonds, ce qui nous laisse le choix déjà dans ces contrats d'assurance vie français que je vends depuis une trentaine d'années ou que je propose à mes clients d'avoir une répartition de qualité. Mais pour autant, au Luxembourg, on peut tout faire. Rappelez-vous, votre argent n'est pas dans une compagnie d'assurance, il est logé dans une banque, et à une banque, on peut lui dire de tout acheter, y compris des titres vifs, y compris des OPCVM, et donc globalement, là où on est limité sur les meilleurs contrats franco-français
à 1200 fonds, on doit en avoir à peu près 100 000 dans les contrats luxembourgeois, plus les titres vifs, plus de l'immobilier, plus tout ce qu'on souhaite. Maintenant, voilà, j'ai un petit exemple. Monsieur et Madame Dahan sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquets et ont 3 enfants. Ils ont des biens immobiliers de 2 millions d'euros et ils détiennent un patrimoine mobilier, donc là 2 millions, et un patrimoine mobilier, donc des valeurs mobilières liquides d'à peu près 1 million d'assurance vie en PEA, assurance vie, compte à terme, etc. Et ils vivent désormais en Israël depuis le 1er octobre 2024. Donc on se pose la question, l'immobilier, à mon avis, il faut le retirer de la France. Parce que on a de l'IFI, donc si on dépasse 1,5 million à peu près, on subit des taxes qui sont importantes, et surtout si on est parti, laisser de l'immobilier et le louer, c'est très fortement taxé, c'est aux alentours de soit 20, soit 30, mais très vite on arrive à 30% de fiscalité, plus 17,2% de prélèvements sociaux, on est à 47,2%, plus la taxe foncière qui ne fait qu'augmenter. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est plus facile de gérer des liquidités parce que les liquidités, on n'a qu'à appuyer sur un bouton pour les envoyer où on veut. Alors, dans un premier temps, j'ai laissé les liquidités en France, en banque ou en contrat d'assurance vie, ce qui est à peu près la même chose. Pas en termes de succession, mais en termes d'épargne et en termes comment dire, de fiscalité sur la rentabilité du contrat. Donc, on a 1 million d'euros qu'on a placé à 5% l'an. Après 10 ans, pourquoi 10 ans? C'est par rapport aux 10 ans où on est exonéré en tant qu'Olim Hadashim en Israël. Le contrat vaut 1 628 000, enfin 630 000. Si on rachète ce contrat, avec la fiscalité actuelle, on doit régler des prélèvements sociaux de 17,2% et un impôt de 12,8%. On appelle ça la flat tax de Macron. Et si vous faites 17,2 plus 12,8, vous arrivez à 30. Aujourd'hui, il y a des discussions à l'Assemblée afin que ce prélèvement soit augmenté. Donc, il y a peut-être urgence, très très vite, le plus rapidement possible, à acquitter ce qu'on doit à la France et puis transférer vite ses actifs avant que la sauce augmente un petit peu plus. Donc, pour récupérer le capital, il faudra donc verser au minimum 17,2% des intérêts, donc 108 000 euros. Ça, c'est les prélèvements sociaux. Et au titre de l'impôt, 12,8% de cette somme, 80 000 euros. Au total, 188 000 euros. Deuxième possibilité, franchement, c'est assez naturel. Vous partez en Israël, vous transférez les actifs sur un compte en banque israélien et vous gérez vos liquidités là-bas. Je vous souhaite de parler hébreu, parce qu'autrement, ça va être un petit peu compliqué. Hypothèse de rentabilité équivalente, à supposer parce qu'un produit qu'on achète ici, on peut l'acheter là-bas. Et après 10 ans, le contrat vaut 1 million, la même somme. Si on rachète le contrat, alors là, il y a une nuance qui a été indiquée par Nathaniel et qui est importante. Les actifs peuvent être logés en produits non israéliens. Donc là, effectivement, il y aura une exonération. Maintenant, pour autant, si on était sur des produits basiques, bancaires, israéliens, classiques, on aurait à payer, je parle sous ton contrôle, Nathaniel, 25%. Voilà. Oui, Donc, tout on à serait fait. à 157 000 euros au lieu des 180 000 euros, au moins, si on laissait cette somme-là en France. Troisième cas de figure, le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Pendant les 10 premières années de l'ALIA, vous l'avez compris, le LIM est exonéré de tout impôt sur des revenus non israéliens et de toute taxe. Donc, le contrat d'assurance vie est totalement exonéré. Et du côté israélien, et évidemment du côté français, puisque vous n'avez plus de lien avec la France, vous êtes résident fiscal israélien et votre argent n'est plus en France. Donc, à quel titre le ministère des Finances de Bercy viendrait vous demander le moindre impôt sur ces sommes qui sont au Luxembourg? Voilà, c'est QFD. Je pense que en termes de simplicité, en termes de taxation, il est évident qu'il faut que les sommes soient
je crois, hors de France, qu'elles soient en Israël ou qu'elles soient au Luxembourg. Mais en termes de succession, si elles sont au Luxembourg, elles seront exonérées autant que si elles étaient en Israël, sauf si on a encore des enfants ou des... Alors, c'est idiot pour moi de dire des enfants, c'est des bénéficiaires de contrats d'assurance vie, parce que ça peut être des enfants, ça peut être des petits-enfants, c'est toute personne qu'on aurait désignée dans son contrat. Et si ces personnes sont encore en France, il y aura taxation. Donc, il vaut mieux, plutôt que le barème des droits de succession que vous avez vu tout à l'heure, adopter le barème de l'article 996 du contrat d'assurance vie. Je me tais et je suis ouvert à toutes les questions, et Nathaniel aussi pour la partie israélienne.